Bonjour, aujourd'hui je vous propose une correction sur les questions concernant le meilleur des mondes. Dans la question numéro 1, on vous demande de relever les expressions relatives au monde scientifique et ensuite de dire quelle atmosphère se dégage du lieu. En ce qui concerne les expressions relatives au monde scientifique, je vais pour cela m'attacher à la première partie du texte, qui est la partie où le narrateur nous décrit ce lieu. Déjà, dans un premier temps, il nous décrit les personnes qui travaillent dans cet endroit en nous disant qu'elles portent des blouses blanches, qu'elles ont les mains gantées de caoutchouc pâle et de teinte cadavérique. Ensuite, il porte notre attention sur la luminosité de la pièce, dont il dit qu'elle est gelée, morte et fantomatique. Puis, il décrit aussi les objets, les instruments que manipulent ces personnages. Il nous parle de cylindres jaunes, des microscopes. Un petit peu plus bas, il insiste sur le fait que ces travailleurs sont concentrés, penchés sur leurs instruments, et qu'il n'y a aucun bruit dans la pièce, que tout est dans un silence profond où l'on ose à peine respirer. Une fois que j'ai fait ce relevé, que je note sur ma copie, je réfléchis sur l'atmosphère qui se dégage de ce lieu. Ce lieu, a priori, est un lieu très aseptisé. Il n'y a rien d'autre que ce qui permet de travailler, je dirais les microscopes, les blouses, les mains gantées. Il n'y a pas de floriture, il n'y a pas autre chose que ce qui se rapporte au travail scientifique. Dans ce monde aseptisé, on constate que le narrateur met l'accent sur un univers plutôt morbide. Le vocabulaire qu'il choisit appartiendrait au champ lexical de la mort. On parle de blouse blanche qui pourrait évoquer des linceuls, on parle de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. On nous parle aussi d'une lumière qui est fantomatique, qui est morte, gelée, donc ça renvoie au froid du cadavre bien sûr. Et un petit peu plus bas, l'absence de bruit, ce silence où l'on ose à peine respirer, renvoie bien à l'idée d'un endroit où la vie ne circule pas. Donc ce lieu n'est pas un lieu accueillant. C'est un lieu étrange, un lieu assez peu, je dirais, ouvert à la conversation. Et en réalité, il y a quelque chose presque d'angoissant qui se dégage de cet espace. C'est voulu par Aldous Huxley. Il nous décrit cette salle, on va dire, de fécondation, qui est un lieu très, je dirais, valorisé dans le monde dans lequel vivent les personnages. Le directeur qui fait visiter son centre est très fier de son centre, mais nous, lecteurs, on voit cela à travers le prisme du narrateur qui, lui, nous en offre une image plutôt négative. Je vous rappelle que Le meilleur des mondes est une dystopie, donc une projection d'une société idéale dans un avenir, et cette société idéale se révèle en fait très angoissante, très inquiétante, au contraire de l'utopie. Donc dans la seconde question, on vous demande de relever les chiffres dans le discours du directeur. Pour cela, je vais donc regarder que la deuxième et troisième partie du texte, puisque c'est là que le directeur s'exprime. Je constate d'entrée de jeu qu'il y a le 1 qui vient scander le début du texte, un œuf, un embryon, un adulte, 1 ayant une valeur de numérique, au même titre que 2, 3, 4, 5, 6, et non pas d'article indéfini. À ce 1 viennent s'ajouter d'autres chiffres, 8, 96, qui revient 4 fois, par douzaine et par vingtaine. Et cela est renforcé aussi par un champ lexical verbal qui est autour du thème de la multiplication. Vous avez bourgeonner, proliférer, se diviser. Donc quelque chose qui montre qu'on est vraiment dans l'abondance numérique. Pourquoi une telle omniprésence des chiffres? Cela traduit très évidemment un vrai mépris du directeur pour la vie humaine. C'est-à-dire que là, il ne manipule pas de la vie, il est véritablement dans un regard de scientifique par rapport à un objet d'expérience. Qu'est-ce que cela montre du progrès, de sa vision du progrès? Pour lui, le progrès, justement, doit permettre de produire de la vie, mais non plus de la vie dans ce qu'elle a d'exceptionnel, d'unique, mais plutôt dans ce qu'elle a de
quantitatif. Il s'agit de produire en grand nombre. Cela nous renvoie bien sûr à notre monde actuel. Dans notre monde actuel, on est aussi dans la production intensive, mais production intensive de céréales, de bétail, pour nourrir la population. Et là, justement, dans le roman d'Adolphe Huxley, c'est l'humain lui-même qui doit être produit en quantité suffisante parce qu'il est non plus considéré comme un citoyen de cet État, mais comme un outil de productivité. Il doit servir à produire et non pas être un être pensant, intelligent au sein de la société mondiale décrite par Adolphe Huxley. Il n'est qu'un outil de production. Donc c'est un vrai mépris de la vie humaine, de l'être humain, dans tout ce qu'il peut avoir d'unique et d'intelligent. Dans la question suivante, on vous demande de montrer ce qui oppose la reproduction ancienne et la reproduction telle qu'elle est décrite dans le monde moderne d'Adolphe Huxley. Donc j'ai pris 2 couleurs. En bleu, j'ai souligné tout ce qui caractérise la production ancienne. Ce qui la caractérise, c'est l'unité, un œuf, un embryon, un adulte, là où il n'en poussait autrefois qu'un seul. On nous parle aussi de maigres groupes de 2 ou 3, c'est-à-dire quand par hasard il y avait des divisions dans la production de l'œuf qui donnaient lieu à des jumeaux ou à des triplés. On nous parle aussi de reproduction vivipare. Vivipare, je vous rappelle, c'est quand la femelle fait grandir son petit dans son ventre, ce qui est le cas de l'humain. Donc là, on est dans ce qui caractérise la production ancienne. À cette production ancienne, on va opposer justement ce qui va être un œuf bokhanovskifié. L'œuf bokhanovskifié, lui, va permettre une prolifération de bourgeons et donc d'embryons. Et à partir de là, là où on n'avait qu'un seul œuf, on va se retrouver avec toute une armée, il nous le dit même, d'hommes et de femmes qui sont conçus véritablement par douzaines et par vingtaines à partir d'un seul œuf. Et tous vont se ressembler, tous vont être identiques. Et là, on est véritablement donc dans l'opposition entre le monde ancien et le monde nouveau. Dans l'époque ancienne, la reproduction était donc vivipare, c'est-à-dire naturelle, biologique, hasardeuse. Accidentellement, on pouvait avoir des jumeaux, des triplés. Dans le nouvel état mondial tel que le décret Adolphe Huxley, la reproduction est scientifique. Il n'y a plus aucune naissance naturelle, elles sont produites in vitro. Et dans une telle société, bien sûr, le scientifique joue un rôle fondamental. C'est lui qui est à l'origine de la production de la vie. Donc là, véritablement, il devient un démiurge, au même titre que Frankenstein qui créait son cadavre, sa créature à partir de cadavres. Là, le scientifique devient véritablement un dieu qui donne, qui a le pouvoir de donner et de multiplier la vie autant de fois qu'il le veut. Dès lors, on le comprend bien, à quoi aspire donc le directeur du centre d'incubation? C'est donc la question 4. J'ai souligné dans le texte de la vignette d'avant justement en violet, ce qui pouvait vous permettre de répondre. Le directeur aspire à une société uniformisée, où tous les individus sont similaires, voire identiques, et à la fin du texte, il souhaite une société où tout va être contrôlé par l'homme, ou plutôt par le scientifique qui décide de tout, au point qu'il dit on sait vraiment où l'on va. Donc là, véritablement, tout est maîtrisé, contrôlé. On sait ce que l'on va faire naître, la capacité de l'homme qui va naître, son intelligence. On a une mainmise totale sur chaque être humain qui vient au monde et sur la quantité d'êtres humains qu'on veut mettre au monde. Alors, après tout ce que l'on a décortiqué du texte, on peut en effet commenter un petit peu mieux sa dernière phrase, on sait vraiment où l'on va, pour la première fois dans l'histoire. Dans sa dernière phrase de l'extrait, le directeur exprime vraiment son aspiration à une société scientifique où il n'y aura plus de place pour le hasard. Son ambition est de contrôler totalement la société.
et de se mettre en rupture avec les époques précédentes. Cette aspiration, bien sûr, c'est une manière de contrôler la vie humaine, de contrôler l'homme. Donc cette société, décrite par Huxley, a une véritable, je dirais, touche à une certaine folie démiurgique. Il s'agit de créer la vie, de contrôler la vie d'un point de vue strictement scientifique et d'évacuer l'origine biologique de la vie, d'évacuer tout ce qui fait que l'homme est unique, que l'homme a une histoire familiale, a un passé génétique qui lui est propre, qui n'a pas, je dirais, d'équivalent sur Terre. Tout cela est totalement évacué. Et là, ça peut vous amener à, je dirais, réfléchir sur ce que vous avez vu en histoire avec les sociétés totalitaires, que ce soit Staline, Hitler ou Mussolini, qui tous ont vraiment voulu créer ce qu'on appelait un homme nouveau, en vidant l'homme de son individualisme. Ils voulaient concevoir un être humain qui ne serait qu'un élément appartenant à un groupe au service d'une idéologie. Donc il fallait véritablement embrigader la jeunesse. On leur faisait porter des uniformes, on les mettait dans des institutions, on leur faisait chanter des chants, je dirais, nationaux, on leur faisait une sorte de lavage de cerveau pour qu'ils s'inscrivent non plus dans une idée personnelle, mais qu'ils appartiennent à une idéologie collective générée par le dictateur en place et l'idéologie politique qu'il défendait. Donc, je vous ai mis sur cette page et sur la page suivante 2 extraits d'un manuel d'histoire, mais je pense que dans votre manuel d'histoire, vous avez sans doute des documents équivalents, où on vous montre bien justement comment ces sociétés totalitaires qui sont contemporaines d'Huxley. Huxley, je vous le rappelle, a écrit son roman en 1932, à l'époque de la montée du fascisme, de la montée du nazisme, etc. Donc on est en plein dans cette inquiétude de ces sociétés totalitaires qui veulent absolument embrigader l'homme et le vider de sa manière de penser. Et là, ça rejoint un petit peu ce que l'on avait vu avec Matin Brun dans la séquence précédente. Bien, je vous mets ici la rédaction de la réponse à la question 5, puisque là c'est une réponse bilan, donc un petit peu plus étoffée que les autres réponses. À la suite de la lecture de ce texte, on peut bien sûr vous demander ce que vous pensez d'une société qui pratique ce genre de sélection ou de manipulation génétique. Les avis peuvent être bien sûr partagés, même si a priori on penchera quand même vers un avis négatif, puisque on est quand même dans ce qu'on appelle une dystopie, donc une vision projetée dans l'avenir négative de notre société. C'est sûr que c'est un monde qui est très violent d'une certaine manière, dans la manière dont on éduque les enfants, dont on les sort, on les coupe de leur foyer familial. On peut aussi souligner le caractère dangereux d'une science omniprésente dans les rapports humains et se demander dans quelle mesure ça ne déshumanise pas l'homme aussi, de vouloir absolument tout contrôler par la science, même si à la base on pouvait se dire que c'était quelque chose qui pouvait aussi être intéressant pour permettre une certaine forme d'égalité. Mais l'égalité est-elle vraiment le propre de l'homme ? L'homme n'est-il pas avant tout quelqu'un qui doit exister dans la différence et l'originalité ? C'est peut-être la question que l'on pourrait se poser.